Cher public, bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Gaël Caillot, directeur général pour Louis Dreyfus, en charge des énergies renouvelables. Et je me proposais de parler ce matin pendant le quart d'heure, la demi-heure qu'on a devant nous, du marché des CTV, Crew Transfer Vessel, pour l'industrie française. Alors, d'abord, pour remettre un petit peu les fondamentaux en place, on a une énergie qui a besoin d'être de plus en plus décarbonée, d'où le développement en France des parcs éoliens offshore. Donc là, on est sur une tendance claire en termes de planification, d'investissement, de planification gouvernementale et puis de structuration des filières industrielles. Et puis on a aussi, pas découvert, mais on s'est rendu compte récemment avec la guerre en Ukraine qu'on avait besoin d'une certaine indépendance énergétique. Et justement, l'implantation d'énergie localisée en Europe, voire même en France, permet d'accéder à cette indépendance. Donc ces paramètres vont clairement dans le sens des développements annoncés par des gouvernements sur la quantité de parcs renouvelables. Il n'y a pas que l'éolien en termes de renouvelables, mais ça y contribue largement, et particulièrement des parcs offshore. Donc dans ce cadre-là, les prévisions qui sont annoncées typiquement en 2030 d'avoir 130 gigawatts installés en Europe et puis 8 en France sont crédibles, et même au-delà, en 2050, le fait d'avoir 400 gigawatts installés en Europe et 50 en France nous paraissent aujourd'hui relativement crédibles. Pour l'échéance de 2030, l'ensemble des projets contribuant aux 8 mégawatts français sont identifiés, sont soit en phase de construction, soit en phase de préparation, soit en phase d'appel d'offres. Donc il faut savoir que pour la partie construction et opération de ces champs, on a besoin, d'une manière ou d'une autre, d'amener des techniciens sur site pour pouvoir assurer les travaux et ensuite, pendant les phases d'exploitation, la maintenance des turbines. Pour ce faire, il y a en gros deux moyens aujourd'hui qui émergent. Les navettes qui font l'aller-retour tous les jours entre les bases terrestres et puis les champs. Ce sont les CTV, Crew Transfer Vessel, ou alors les SOV, Service Operation Vessel, qui restent sur site, qui accommodent les techniciens et qui, à l'aide de gangways compensés, font la distribution, si j'ose dire, matin et soir, des techniciens sur les turbines et sur les sous-stations. Alors, l'arbitrage entre ces deux moyens dépend de plusieurs paramètres. On va parler de la distance à la côte, on va parler du nombre de turbines, on va parler de certaines conditions de mer ou de conditions d'opérabilité. Quoi qu'il en soit, les deux vont cohabiter avec des ratios plus ou moins différents, suivant si on est près, si on est loin, suivant si c'est du posé, suivant si c'est du flottant. Mais on a besoin, pour l'ensemble de ces chantiers, de CTV et de SOV. Et donc, sur la base des projections qu'on fait en termes de champs installés, pour la partie française, on aurait besoin, à échéance de 2030, de 40 CTV et à échéance de 2050, d'une centaine de navires. Alors, pour mon propos, on va considérer que ces navires sont en trois catégories. Alors, catégorie, c'est pas lié du tout aux certifications maritimes ou autres, mais en termes commerciaux, en termes de capacité. La première catégorie, ça va être les petits CTV. Ce sont des navires qui font une vingtaine de mètres, qui transportent 12 passagers et qui vont travailler dans 1,50 m de hauteur significative. On va avoir la catégorie 2, là ce sont les navires un petit peu plus gros, qui transportent 24 passagers, qui atteignent des vitesses de 25 nœuds, qui font 27 mètres à peu près, et puis qui peuvent travailler jusqu'à 2 mètres de hauteur significative, donc on a un gain d'opérabilité qui est relativement important. Et puis la catégorie 3, qui est la catégorie à venir, qui seront les navires qui seront optimisés technologiquement dans une optique d'émissions réduites, qui passe par une beaucoup plus faible consommation, voire une neutralité carbone en fonction des énergies qu'ils vont utiliser. Alors aujourd'hui en Europe, on a environ 350 navires qui servent le marché, et en France, pour des amateurs français, une dizaine. Donc on voit que par rapport aux 30 navires à échéance 2030 ou aux 100 navires à échéance 2050, il y a quand même une certaine marge de manœuvre, donc un vrai besoin pour le marché français, et a priori une place pour l'industrie qui recoupe alors la fabrication. On a des capacités en France pour faire les coques, que ce soit de l'alu, que ce soit du composite, pour faire de l'armement, et bien sûr faire la finalisation des navires et pouvoir les livrer. On a bien sûr la capacité d'avoir des marins, on a des écoles de formation extrêmement compétentes pour pouvoir armer et opérer ces navires, et bien sûr des armateurs qui existent déjà et qui, pour certains d'entre eux, sont extrêmement motivés pour participer à cette activité industrielle, à cette transition écologique. Donc on a ces capacités sur le papier, mais quelques problèmes se posent néanmoins, et ce n'est pas un chemin tout tracé pour arriver à livrer ce dont l'industrie aurait besoin.
Un des premiers paramètres qui peut éventuellement poser problème, c'est la durée des contrats qui sont proposés. C'est vrai que en mer du Nord, avec une offre qui est extrêmement abondante, on va trouver beaucoup de contrats court terme, quelques mois, une saison ou 2 saisons, pour assurer les travaux. Alors on comprend pourquoi ça peut se passer, parce qu'il y a une offre abondante, mais ça pose certains problèmes en termes de visibilité pour un amateur qui va investir sur un navire. Ça va forcément tirer un petit peu les prix vers le bas, donc on va se diriger vers des constructions étrangères. Et puis le fait de ne pas avoir de visibilité long terme, alors même si on se dit le marché est là, et donc je peux investir parce que le marché est là, on a quand même un risque de déclassement technologique. On sait, et je vais y venir sur un point ultérieur, on va avoir besoin de décarboner, donc faire des navires entre guillemets classiques diesel aujourd'hui pour une durée de 15 ans, c'est peut-être prendre un risque à ce que dans 5 ans ou 10 ans, ce navire soit plus du tout accepté sur le marché et donc doivent être déclassés de manière anticipée. On peut voir également arriver pour ce besoin des navires de seconde main, donc un armateur français, et certains le font à juste titre, vont acheter des navires de seconde main, ce qui donc peut permettre dans certains cas donc d'embaucher des marins français, mais la durée courte ne permet pas nécessairement de prendre un risque social. Si on est sur 1 ou 2 ans, on sait que pour former des équipages et les faire tourner, il faut avoir une visibilité critique en termes d'années d'opération. Et le fait de pouvoir intervenir facilement avec des navires étrangers au spot ne rassure pas quant à la possibilité d'embaucher des équipages français sur la durée. Au demeurant, il y a quand même des contrats long terme qui se mettent en place. Et Louis Dreyfus Armateur a eu la chance de pouvoir en sécuriser. Et je remercie EDF et GE pour ça, pour le champ de Saint-Nazaire. Et ça nous a permis d'investir sur le long terme sur des bateaux en France, armés en France, d'embaucher des marins français et même d'introduire certains éléments d'innovation technologique avec des foils qui permettent d'améliorer la consommation et la navigabilité du navire, et puis une hybridation. D'ailleurs, le premier de ces navires qu'on est en train pour lesquels on termine les essais et qui va démarrer les opérations sous quelques jours s'appelle l'Innovant, donc il porte bien son nom. Donc on a quand même ces possibilités dès qu'on ouvre des fenêtres d'opportunités plus grandes en termes de durée de contrat. Ensuite, on a, en parallèle de la durée des contrats, ce que je vais qualifier de faible spécification des navires, c'est-à-dire que pour un besoin immédiat, on peut aller chercher des navires 12 passagers sans briques technologiques particulières pour optimiser, parce que, et je le comprends, des opérateurs, des clients ont des contraintes de coût, ils ont quelque part des opérations à mener pour un budget donné, et donc ils vont aller chercher sur un marché qui existe déjà en mer du Nord, un bateau qui fera le taf au meilleur prix. Et donc il y a une demande relativement forte pour des navires 12 passagers 1,50 m. Les champs français, il faut voir qu'aujourd'hui, ils sont de taille relativement modeste. Les champs posés vont être dans les 500 MW, alors que maintenant, le standard, c'est plutôt 1 gigawatt. En plus, avec la taille des turbines qui augmente, le nombre de mains installées pour une puissance donnée est moindre. Et puis, on est sur un marché qui démarre. Donc, on n'a pas encore de taille critique de champs installés qui permettent éventuellement une mutualisation de ces navires pour pouvoir opérer. Et donc, même s'il y a ce besoin évident à terme de décarboner l'industrie, qui comprend toute la chaîne logistique, qui comprend les navires d'installation, qui comprend les navires support, il n'y a pas forcément d'incentive relativement fort aujourd'hui. Et même si beaucoup de clients sont très intéressés pour avoir des navires très innovants, pour l'instant, peu sont prêts à payer le petit premium qui est nécessaire pour pouvoir investir. Parce que dans le prix du neuf, bien évidemment, un navire qui va être complètement hybride, qui va pouvoir incorporer des piles à combustible et des racks de stockage hydrogène, ne coûte pas le même prix qu'un navire classique avec une propulsion diesel, même si aujourd'hui on a des solutions performantes de ce côté-là. Et donc, on a cet écueil en termes de tarifs de marché, alors que les briques technologiques aujourd'hui existent. On sait optimiser les carènes et on a des bureaux d'études extrêmement performants, parce que moins produire veut aussi dire, pour des fuels, des carburants classiques, moins consommés. Donc l'optimisation des carènes, l'optimisation des moyens de navigation permet déjà d'atteindre cela. On peut également optimiser tout ce qui est rendement propulsif. On a des sociétés en France extrêmement performantes qui développent des propulseurs originaux, des trocloïdaux pour ne pas les citer, qui ont des rendements meilleurs que les propulseurs classiques et bien meilleurs que les jets. On sait travailler avec des matériaux composites éventuellement recyclables, le composite aidant à la légèreté du navire et recyclable étant une brique complémentaire dans tout ce qui est sustainability des développements. Et puis bien sûr les fuels alternatifs, on sait développer des solutions au méthanol qui est carbone neutre,
control. Et puis on sait de plus en plus intégrer des systèmes qui sont réellement hybrides, qui permettent ensuite, ou qui permettront le moment venu de pouvoir intégrer de l'hydrogène. Donc on a ces compétences en France, et en termes de fabrication, et en termes de bureaux d'études, et même en termes de certains composants technologiques de fournir ça, mais on n'a pas encore la marge commerciale nécessaire qui nous permettrait d'investir complètement pour ce type de navire. Ensuite, un des freins supplémentaires, enfin un des éléments qui est important pour faciliter l'avènement de ce marché, ce sont les adaptations réglementaires. Il faut voir que cette activité industrielle en masse au large des côtes, c'est nouveau en France. Ça existe depuis très longtemps en mer du Nord pour deux raisons. Déjà, les activités parapétrolières qui existent depuis maintenant plusieurs décennies. Et puis, nos voisins et amis britanniques et nord-européens ont quelques longueurs d'avance sur le développement des champs éoliens offshore. Donc, ils ont déjà une industrie structurée en termes de réglementation pour pouvoir opérer, ce qui n'est pas tout à fait le cas en France. On a des activités de pêche importantes, on a des activités de loisirs qui sont importantes, on a des activités de recherche, d'exploration de fonds, mais d'activités industrielles, on n'en a pas encore. Et donc je peux citer quelques points, mais qui sont en train de se résoudre. Il n'y a pas de mauvaise volonté de ce côté-là, mais ça prend quand même du temps en termes réglementaires. En phase de construction, il est absolument indispensable que les éoliennes puissent être refuelées en gasoil parce qu'ils ont des groupes électrogènes. Le temps que les machines soient raccordées au réseau, il faut pouvoir faire du commissioning, il faut pouvoir alimenter en énergie l'ensemble de ces assets. Et donc il faut tout simplement pouvoir transférer du fuel. Aujourd'hui, la réglementation française, telle qu'elle est rédigée, ne permet pas de faire ces transferts, alors que les réglementations européennes, par ailleurs, le permettent. Et donc, un navire tiers avec un pavillon européen peut venir très simplement faire ces opérations, alors qu'un armateur français sous pavillon français sera contraint en termes d'opération. Donc ça, c'est en train de se résoudre, mais ça montre une des difficultés que le règlement peut poser. On a également le logement des équipages. Il est relativement une activité de CTV. C'est des navires qui devaient être dispo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant toute l'année. On fait tourner des équipages pour des opérations 12 heures par jour ou 24 heures par jour. Pour des opérations 12 heures par jour, il faut savoir qu'un CTV, c'est mobile. Ça peut être sur un champ et puis 3 mois après, ça peut être sur un autre champ. Il est assez classique pour les équipages de dormir à bord. Les marins dorment à bord de leur navire. En France, alors les CTV sont très très souvent des catamarans et donc les accommodations sont faites dans les coques. En France, il n'est pas possible à ce jour de dormir dans les coques, la réglementation ne le permet pas. Et donc, ça apporte des contraintes logistiques pour pouvoir loger des marins. Et donc, alors que des navires étrangers pourraient venir opérer avec cette facilité, ça rajoute une contrainte supplémentaire pour des amateurs français. Donc ça, ce sont également des règlements qui sont en cours d'évolution, mais c'est une contrainte réglementaire. Une troisième, c'est les catégories de navigation et les catégories de rôle d'équipage ne sont pas nécessairement les mêmes entre tous les pays et tous les pavillons. Et donc, là où une catégorie va limiter la navigation en France à 20 000 nautiques, une catégorie équivalente en Grande-Bretagne pourrait être à 60 000 nautiques. Et on voit qu'entre 20 et 60 000 nautiques pour des développements éoliens, il y a une vraie différence. On est vraiment dans la zone où on peut avoir beaucoup de choses à 20 000 nautiques, sachant que c'est des développements classiques en termes d'éoliens fixes. Et puis les rôles d'équipage, des pavillons vont pouvoir permettre des opérations avec 2 membres d'équipage, alors que d'autres vont en requérir 3. Bien évidemment, il y a un impact direct au niveau des OPEX. Un quatrième point également qui nécessite d'être regardé pour pouvoir avoir une filière mature et efficace, c'est la formation. On se rend compte aujourd'hui, donc Louis Dreyfus Armateur est en train de construire sa filiale à partir de navires en immatriculant donc au premier registre français et avec des marins français, qu'on peut être éventuellement, en fonction des rôles d'équipage qu'on a besoin de recruter et de mettre en place, un shortage, donc un manque de chefs mécaniciens 3000. C'est-à-dire que voilà, on se rend compte qu'on a ce besoin et les écoles qui existent en termes de filières de formation ne fournissent pas ou pas encore pour le moment sur le marché potentiellement suffisamment de marins formés au bon niveau pour pouvoir opérer les navires. Alors, là j'ai listé des contraintes, il y a quand même beaucoup de raisons de se réjouir, d'être quand même relativement confiant pour cette filière, et il y a des solutions. Donc Louis Dreyfus a lancé le projet ZEST, Zero Emission Safe Transfer, donc on a un projet pour lequel on est aidé par l'ADEME, et le PIR pour développer donc en amont d'une industrialisation un prototype de navire extrêmement innovant qui répond aux contraintes que j'ai citées précédemment, qui permettrait de décarboner le plus possible ce type d'opération en dérisquant des briques technologiques, donc en développant des coques en composite qui soient recyclables, en développant des systèmes de contrôle de l'énergie pour optimiser la consommation, en développant des systèmes de positionnement qui permettent un transfert plus sûr vers les éoliennes, en permettant
une maturité de ces propulseurs que j'ai cités précédemment en termes d'efficacité, et donc pour permettre à ces briques technologiques d'être prêtes le jour où on voudra industrialiser. Donc il y a des aides qui se mettent en place. Il va peut-être nous manquer juste le coup de pouce ensuite pour avoir des offres commerciales qui soient compétitives, mais ces briques technologiques, on va les construire et les affirmer au fur et à mesure. Ensuite, certains des acteurs sont d'emblée dans des objectifs de long terme. On a eu cette chance là pour Saint-Nazaire avec EDF et GE, et ça nous a permis, donc on a pu démontrer que grâce à ces contrats long terme, on a pu construire en France des navires qui seront compétitifs et qui commencent à être innovants par certains de leurs aspects. Et puis, on va arriver à une taille critique au niveau des champs qui devrait permettre, je l'espère, une mutualisation éventuellement entre les opérateurs pour maximiser le besoin de ces CTV et avoir une visibilité plus importante pour les armateurs. Je m'explique en prenant un exemple pour les champs de Méditerranée qui sont des champs flottants. Les premiers pilotes, on va avoir à chaque fois 3 turbines. Et donc un opérateur a besoin de pouvoir avoir accès aux turbines, mais pas besoin d'avoir un navire tout le temps. Avoir un navire en stand-by, quand on en a besoin, c'est compliqué parce qu'économiquement, c'est pas facile à réaliser. Donc voilà, on a clairement un besoin de regrouper les besoins d'opération pour pouvoir donner cette visibilité aux armateurs. Alors ensuite, et c'est un point important pour la France, on va se développer de plus en plus la technologie flottante. On a l'éolien posé et le flottant. Important en France parce qu'on a assez rapidement, nous, des côtes qui dégringolent ou des fonds qui sont complexes. Je ne vois pas d'impact majeur du flottant. On aura toujours besoin de pouvoir déployer des techniciens pour intervenir sur les turbines, même si un des gros enjeux du flottant, c'est quelle sera la logistique nécessaire pour que je puisse assembler les turbines et faire des opérations sur les séquences telles qu'elles existent aujourd'hui sur le posé seront différentes, mais on continuera à avoir besoin de techniciens pour faire cela. Et puis le gros enjeu de la maintenance qui est quand j'interviens sur des turbines quand je serai en phase d'opération. Je change le micro ou... Oui, donc le flottant, on a la partie assemblage. Alors, on n'est pas complètement clair. Les ports auront-ils assez de capacité? Est-ce qu'il faut prévoir des montages en eau calme? Est-ce que derrière, des navires viendront faire de l'assemblage directement sur site? Plusieurs concepts existent. Et pour l'instant, je ne pense pas qu'une solution ait émergé. Dans tous les cas, il va falloir continuer à alimenter les sites en techniciens. Même chose pour la partie maintenance, est-ce qu'il faut ramener les turbines au port? Dans tous les cas, il y aura des interventions de routine à faire sur site et ils vont nécessiter de toute façon au moins un CTV, voire des SOV. Donc l'impact du flottant ne va pas du tout perturber le besoin en CTV pour la France. Au contraire, pour moi, va venir le conforter. Voilà, donc en conclusion sur ce thème, il y a un vrai besoin pour les champs français. Sans parier au gigawatt près, ce qui va se passer en termes de développement, il y a une claire visibilité en termes d'investissement. Donc il y a ce besoin. Le tissu industriel est prêt pour répondre à ce besoin. Des armateurs sont motivés, des chantiers sont capables et l'ont démontré. Maintenant, ces chantiers, si on reste sur de la technologie simple, ne seront jamais compétitifs. S'il s'agit juste de souder de l'aluminium, même si c'est un métier relativement noble, le Vietnam sera toujours plus compétitif que la France. Et donc, les briques technologiques existent pour pouvoir arriver sur ces CTV de 3e catégorie, c'est-à-dire des navires qui soient innovants et qui rentrent dans les objectifs de la plupart des opérateurs en termes de réduction carbone. Donc tous ces éléments sont là. Je pense qu'il nous faut maintenant un petit coup de pouce de la part de plus de clients en termes de visibilité sur la durée du contrat, ce qui pourrait nous permettre d'investir plus facilement, et puis accepter qu'il y ait un premium quelque part à payer pour pouvoir insérer la technologie et développer cette filière qui pourra permettre ensuite à ces mêmes armateurs d'exporter ce savoir-faire dans le reste de l'Europe. Je comprends parfaitement les contraintes économiques qu'ont les opérateurs dans leur développement. Donc, est-ce que c'est... Alors, certains opérateurs prennent ça sur eux. On voit des clients, des leaders comme Ørsted qui, sur certains autres types de navires, investissent cet incrément supplémentaire pour avoir des navires à faible émission de carbone. Est-ce que le gouvernement, quand il lance ses appels d'offres, ne pourrait pas introduire une composante pour inciter les développeurs ensuite à choisir des solutions bas carbone? Je pense que c'est clairement une voie à explorer qui pourrait permettre ensuite à ces mêmes opérateurs, à ces mêmes clients, de retransmettre cette incentive sur les contracteurs et les armateurs et donc développer cette technologie qui, à mon sens, doit devenir un jour ou l'autre, quoi. Merci pour votre attention et s'il y a des questions, j'y réponds très très volontiers.